Donc bonjour, Tania Lafort, certains d'entre vous me connaissent, d'autres non. Donc je vais me présenter à nouveau. Je suis donc la directrice de l'école de PNL du Centre de formation, développement professionnel et personnel d'Annecy, et donc aussi enseignante en PNL. Je suis coach professionnel, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises dans des coachings individuels et aussi pour des formations, gestion de conflits et un tas d'autres choses. Et je reçois en cabinet des personnes ou des coachings de vie ou des thérapies, car je suis aussi formée en thérapie comportementale et cognitive, en hypnose, en EMDR, enfin, un certain nombre de choses. Donc je vous remercie d'être venu aujourd'hui, puisque j'avoue que quand j'ai vu qu'ils annonçaient 27 degrés, je me suis dit, est-ce qu'ils ne vont pas préférer aller au lac? Vous êtes là, merci. Vous êtes courageux. Donc merci d'être là. Cet après-midi, eh bien, vous allez avoir 3 conférences. Une première, donc, présentée par moi-même, Rebondir face aux difficultés de la vie. La deuxième, et si les conflits étaient faciles à gérer, par Katia Castel, ici présente. Et la troisième, où on parlera des données sur le cerveau qui ont des liens, bien entendu, avec notre vie en général, nos apprentissages. Donc, entre-temps, à chaque pause, eh bien, vous aurez à votre disposition du café, des gâteaux, parce que les gens qui viennent en formation avec moi savent que c'est pas possible autrement. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Donc, alors, rebondir face aux difficultés de la vie. Pourquoi cette conférence et pourquoi vous êtes si nombreux? Je pense que, comme vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Et on s'est posé la question, et notamment c'est la question qu'on s'est posée en PNL, qu'est-ce qui fait que vous avez des personnes qui, face aux difficultés de la vie, rebondissent, et d'autres rebondissent un petit peu moins bien quand même. Donc l'idée de cette conférence, c'est de vous présenter un certain nombre de données, et de vous donner quelques astuces, et aussi des choses qu'on voit en PNL. Alors... Quand ça marche. Donc, une vie sans problème n'existe pas. Je suis sûre que là, je ne vous étonne pas, quand même. Une vie sans problème n'existe pas. Et le sentiment d'être heureux naît à la fois de notre regard sur notre vie et en général de notre regard sur nos problèmes. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment fonctionne aussi notre cerveau. Et puis, qu'est-ce qui fait la différence? Quels sont les ingrédients qui font que certaines personnes vont rebondir dans la vie et d'autres non? Et effectivement, la vision des choses, vous allez le voir, sera quelque chose d'essentiel. Alors, avant d'aller plus sur le sujet, je suis enseignante en PNL et c'est exactement ce qu'on a étudié en PNL. On a étudié comment fonctionne l'être humain quand il va bien. Donc, pour vous expliquer de quoi il s'agit, alors, qu'est-ce que la PNL? La PNL veut dire programmation neuro-linguistique. Programmation, car on considère que nous sommes programmés dans des comportements. C'est-à-dire que depuis qu'on est petit, nous avons des expériences de vie, une éducation, etc. Et on peut se programmer dans certains comportements. Je prends souvent un exemple très simple. Imaginez, j'ai 7 ans, je lis une poésie à l'école et je fais pipi culotte. Voilà. Je suis un peu gênée et tous mes copains se moquent de moi. Eh bien, je peux très bien me programmer dans certains réflexes en disant c'est dangereux finalement de prendre la parole en public et du coup, je vais avoir peur de m'exprimer, notamment quand il y a du monde. Vous voyez, on peut se programmer dans un certain comportement positif ou négatif. Neuro, pourquoi? Parce que tout ça, eh bien, ça va passer par nos 5 sens, par le cerveau et par nos 5 sens, le visuel, ce que je vois, l'auditif, ce que j'entends, le kinesthésique, c'est le toucher, l'olfactif et le gustatif, et le cerveau. Et linguistique parce que les mots que j'utilise ont un impact sur mes interlocuteurs bien sûr, mais aussi sur moi-même. Et on verra qu'un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Alors les 2 personnes qui ont mis au point la PNL, le premier c'est John Grinder, qui est un linguiste, et le second, Richard Bandler, qui est mathématicien. Et ces 2 personnes, dans les années 70, ont décidé d'étudier qu'est-ce que l'excellence humaine. Ils se sont dit, justement, il y a des gens qui réussissent dans la vie, qui réussissent dans leur domaine, dans leur activité, et d'autres moins. Alors, qu'est-ce qui fait
quels sont les ingrédients finalement qui font qu'on va réussir. Et du coup, ils ont étudié un certain nombre de personnes dans leur activité. Ils ont étudié Milton Erickson, qui est le créateur de l'hypnose ericksonienne, donc un thérapeute. Ils ont étudié Virginia Satir dans la thérapie familiale. Ils ont étudié Fred Perls, enfin, un certain nombre de personnes orientées thérapie. Ils ont aussi étudié des grands communicateurs, des businessmen. Et l'idée, c'était de décoder comment ça fonctionne quand ça fonctionne bien. Si vous voulez, c'est un petit peu comme les processus qualité en entreprise. Vous avez des processus qualité en entreprise pour décoder qu'est-ce qui fonctionne le mieux, comment faire pour que ça marche mieux. Donc ces personnes finalement ont mis au point un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de mieux utiliser notre cerveau, nos compétences, pour avoir une vie aussi plus adaptée, pour être plus efficace dans le travail en général, en communication, etc. Donc voilà pour ce qu'est la PNL, puisque vous allez forcément entendre parler. Alors quels sont les facteurs de réussite face à une contrainte? Comme vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et on s'est aperçu que la première chose qui va être important de connaître quand on a une difficulté dans la vie, il y a une première question qui est essentielle de se poser, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et là, on est sur la notion de valeur. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Des valeurs, quand je parle de valeurs, on a tous des valeurs, et on a des valeurs qui sont conscientes, et on a aussi des valeurs qui sont inconscientes. On les a, mais on le sait pas forcément. Et les valeurs, c'est ce qui va me tirer ou me pousser dans une direction dans la vie, et j'en ai pas forcément conscience. Si par exemple, j'ai la valeur sécurité, eh bien, ce sera certainement plus facile, notamment au niveau de la sécurité financière, d'avoir un métier de salarié plutôt qu'être complètement indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Et le choix, il va se faire assez naturellement. Donc la valeur va faire que je vais faire des choix dans ma vie, que je vais dire oui à certaines choses, non à d'autres. Et c'est très important de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Une fois que je sais ce qui est important pour moi, la deuxième chose à savoir, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, on a la notion effectivement d'objectif. Et quand je commence à aligner valeurs et objectifs, il y a déjà plusieurs choses qui vont se mettre en place. Je ne sais pas si vous vous posez parfois les questions, mais c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on veut dans la vie, non? À certains moments, on peut se poser des questions quand même. Donc c'est pour ça que savoir ce que je veux vraiment, ce qui est vraiment important pour moi, c'est essentiel. Et puis les valeurs, elles peuvent changer. Je veux dire, j'ai pas les mêmes valeurs aujourd'hui à 50 ans que quand j'en avais 18. Les valeurs, ce sont aussi des choses qui évoluent. Et puis la vie fait que les valeurs peuvent évoluer. Si demain, par exemple, j'ai eu un problème dans ma vie, j'avais beaucoup de mal à marcher, j'ai une double sciatique, etc. J'étais allongée plusieurs mois. Je peux vous dire que la valeur santé, elle est remontée en priorité, hein, on s'en rend compte. C'est dommage, est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'avoir des difficultés pour prendre conscience de ces valeurs? Franchement, est-ce qu'on a besoin d'attendre d'être malade pour prendre conscience que la santé est importante? Est-ce qu'on a besoin de divorcer pour prendre conscience que l'amour, que la relation de couple est importante? Donc c'est toutes ces questions qui sont intéressantes de se poser déjà, parce que quand même, rebondir face aux difficultés de la vie, oui, et en même temps, c'est quand même mieux de réparer sa toiture par jour de beau temps, non? Est-ce que on peut pas se poser ces questions avant d'avoir des soucis et des problèmes? C'est une question que je vous pose tout simplement. Mais la vie fait que l'on court dans tous les sens et que parfois on prend pas le temps de se poser ces questions. Vaut mieux tard que jamais. Donc, 1, connaître ses valeurs, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? 2, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? 3, comme on vit dans un monde où on ne vit pas tout seul, le troisième critère, c'est de savoir communiquer. Savoir s'exprimer, savoir oser dire les choses, savoir recevoir une critique, savoir communiquer. Tout à l'heure, vous verrez la gestion des conflits avec Katia, donc c'est parfait puisque ça va nous compléter un petit peu cette conférence. Donc savoir communiquer. Et alors là, quand vous allez voir comment fonctionne le cerveau, je ne comprends pas que nous n'ayons pas de cours de communication à l'école. On a des cours de français, on a des cours de maths, et heureusement. Enfin, pour moi, j'aurais dû en avoir un peu plus, mais bon, c'était un détail. Mais... Pardon?
Mais effectivement, on n'a pas de cours de communication, on n'a pas de cours de gestion des émotions. Alors, et on a besoin de communiquer tout le temps. Et justement, la troisième chose, eh bien, c'est la gestion des émotions. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que si je suis claire sur mes valeurs, je sais ce qui est important pour moi, si je sais à peu près ce que je veux, que je sais gérer mes émotions, c'est-à-dire que je sais me mettre dans un état émotionnel qui me permet de passer à l'action pour avoir ce que je veux, et que je sais communiquer, eh bien là, on va dire que je suis plus acteur de ma vie. Je passe d'un mode où je subis ma vie, où je peux subir ma vie, à un mode où je vais créer ma vie, avec les contraintes. Et vous n'aurez pas moins de contraintes extérieures que les autres, hein, mais en tout cas, vous les vivrez différemment. Voilà un petit peu le principe de base, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on fait le cursus PNL, on travaille à différents niveaux, hein, en fonction des stades, sur ces trois niveaux. Alors, ce diaporama-là, vous l'aurez toujours, si vous venez me voir en conférence, dans toutes les conférences, il y a une diapo que je vous montrerai toujours, c'est celle-ci. Certains d'entre vous doivent la connaître par cœur, mais c'est jamais trop de la revoir. Pourquoi? Parce que je pense que ça, on aurait dû nous l'apprendre à l'école. Comment fonctionne notre cerveau? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se comprend pas? Qu'est-ce qui fait qu'on va justement se mettre dans des états pas possibles en fonction de nos expériences, pour certaines personnes et pour d'autres non? Alors, notre cerveau, on va dire que si notre cerveau fonctionne comme un ordinateur, on va comparer notre cerveau à un ordinateur, eh bien les données qui vont entrer dans notre cerveau, ce sont avec nos 5 sens, vous êtes d'accord? Le V, c'est le visuel, ce que je vois, le A de auditif, le kinesthésique, c'est le toucher ou le ressenti, l'olfactif, c'est ce que je sens, et le gustatif, je vous fais pas de dessin. Donc déjà, si je considère mon cerveau comme un ordinateur, je capte des données. Ensuite, je capte des données, mais je capte des données au niveau conscient et inconscient. Au niveau conscient, on dit que je capte 2000 millions de bits seconde. Il paraît que c'est énorme, j'y connais rien d'informatique, il paraît que c'est beaucoup. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau inconscient, j'en capte 400 000 millions de bits. C'est-à-dire que si je vous fais une métaphore, si ça c'est mon cerveau, eh bien là, vous avez la partie consciente et là, vous avez la partie inconsciente. Donc, je capte énormément de données. C'est pour ça que quand vous entrez dans une pièce, vous entrez chez vous le soir, vous n'avez pas dit un mot, mais vous avez vu la tête de votre mari, et déjà vous sentez l'ambiance, vous sentez ce qui va se passer. Vous voyez, ça fait. Je vois quand. Pourtant, on n'a pas le même mari, hein. Mais bon. Donc, a priori, c'est pareil pour tout le monde. Donc, au niveau inconscient, je capte énormément de choses. Et donc, comme il y a beaucoup d'infos, eh bien, le cerveau, il est obligé de traiter l'information. Il peut pas tout gérer en même temps. Donc, il va être obligé de mettre dans des boîtes, dans des cases. Et la première chose qu'il va faire, c'est de faire des omissions. Des omissions, c'est il va dire ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et ça, vous le voyez très bien. Je prends souvent l'exemple de la femme enceinte parce que c'est assez fréquent. Mesdames, quand vous êtes enceinte, eh bien, vous voyez des femmes enceintes partout dans la rue. Avant, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins. D'accord? Mais vous ne les voyez pas. Mesdames et messieurs, quand vous achetez une nouvelle voiture, eh ben vous la voyez partout dans la rue. Avant, il n'y en avait pas moins, il n'y en avait pas plus, mais vous ne la voyez pas. Pourquoi? Parce que votre cerveau faisait une omission, parce que ça n'avait pas d'intérêt à ce moment-là. Et heureusement qu'il fait ça, parce que sinon on ne pourrait pas traiter toutes les informations. Au passage, ça veut dire aussi que quelqu'un qui apprend, un enfant qui apprend, ou un adulte d'ailleurs, si vous ne comprenez pas le sens, vous risquez de louper des infos. Hein. Même en management, si la personne ne comprend pas le sens de ce que vous lui demandez, pas volontairement, complètement involontairement, elle risque de louper des infos. Deuxième chose, c'est les distorsions. Je fais des distorsions. Distorsion, c'est X égale Y ou X entraîne Y. Mon chef m'a posé le truc sur le bureau comme ça. Tiens, il est parti. Ça veut dire, que j'ai fait quelque chose de mal. Bah, peut-être ça veut dire qu'il vient de se disputer avec sa femme, peut-être ça veut dire qu'il vient de recevoir ses impôts société, peut-être, vous voyez ce que je veux dire, on va faire des distorsions, on va trouver du sens à une situation, on va prendre un raccourci finalement. Et puis la troisième chose, c'est les généralisations. Les généralisations, j'ai eu une expérience négative avec quelqu'un, bah je généralise. J'ai appris à faire du vélo sur un vélo, je vais généraliser mon expérience. J'ai pas besoin d'apprendre à faire du vélo sur tous les vélos. Heureusement que je généralise. Mais je peux généraliser pas mal de choses. Je peux généraliser une phobie aussi.
Donc c'est un processus d'apprentissage du cerveau. Ces trois boîtes finalement sont des apprentissages du cerveau. Mais alors qu'est-ce qui fait que le cerveau va mettre dans une boîte plutôt que dans une autre? Eh bien il va faire des liens. Et notamment des liens avec nos expériences passées, des liens avec nos croyances. Quand je parle de croyances, je suis pas dans les croyances religieuses, même si ça en fait partie. C'est ce que je crois de moi, ce que je crois de la vie, ce que je crois de mon voisin, ce que je crois de mon métier, ce que je me crois capable ou pas. Et puis mes valeurs. Et en fonction de ça, eh bien, donc en fait, vous recevez une information, vous vivez un événement. Voilà. Le cerveau, bzz, hop, il scanne ce que vous avez déjà en stock et il va aller classer ça. Et une fois que j'ai classé ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir un état interne. D'accord? Alors, si je vous dis, par exemple, vous croisez quelqu'un dans la rue que vous connaissez très très bien, mais vraiment bien, hein, quelqu'un de... et la personne, elle passe devant vous, comme ça, puis, alors, figée, droite, et elle passe comme ça devant vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'elle m'a pas vue, ou peut-être qu'elle n'a pas envie de me voir. Alors, elle m'a pas vue, ou elle n'a pas envie de me voir. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Elle a un souci. Quoi d'autre? Elle est pressée. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je lui ai fait? Voilà. Donc vous voyez qu'on peut se dire pas mal de choses finalement. Mais alors si vous vous dites, qu'est-ce que je lui ai fait? Ça sous-entend que je lui ai fait quelque chose. Est-ce que mon état interne, est-ce que c'est agréable ou désagréable pour moi? C'est désagréable. Si je me dis, elle le fait exprès, elle m'a pas vu. Agréable ou désagréable? Si je me dis, bah, elle est dans les nuages, elle a la tête ailleurs, elle rêve. Agréable ou désagréable? Plutôt neutre, d'accord? Si je me dis, oh là là, elle a des soucis, elle doit pas être bien. Comment c'est? Voilà, donc agréable ou désagréable, dans ce cas, je vais plutôt être dans l'empathie. Et du coup, bah, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, en fonction de mon état interne, j'aurai pas le même comportement que la personne. Si je me dis, pain bêche, elle m'a pas dit bonjour. Quand vous allez la voir la fois d'après, vous allez faire quoi? On va faire pareil. Si vous vous dites, oh là là, elle doit avoir des soucis, quand vous allez la voir la prochaine fois, vous allez faire quoi? Comment tu vas, etc. Donc vous voyez que vos comportements vont directement dépendre de vos états internes. Vous êtes OK. Mais les états internes dépendent de quoi, d'après vous? Bah, des croyances, des valeurs, des distorsions, de tout ça, et ils dépendent surtout de ça, de vos interprétations. D'accord? Ce n'est pas les événements que vous vivez qui vous mettent dans un état interne positif ou négatif, c'est l'interprétation que vous faites de cet événement. Si demain je suis au chômage, ou je peux me dire j'ai 50 ans, c'est fini pour moi, je ne trouverai plus jamais de boulot, qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça, pourquoi ça m'arrive à moi? Ou je peux me dire 50 ans, finalement, coup de bol, 6 mois je prends du temps, je vais me refaire une santé d'abord, après je vais peut-être refaire une petite formation, réfléchir à ce que je veux vraiment, et puis je vais rebondir. Je vous garantir que votre état interne sera complètement différent, pas vrai? Vous divorcez, vous vous dites pourquoi ça m'arrive à moi, c'est fini pour moi, vous vous dites 1 de perdu, 10 de retrouvé, c'est pas pareil. Vous n'allez pas vivre les choses pareilles, vous êtes d'accord ou pas? Donc finalement ce n'est pas en fait la situation extérieure qui va créer mon émotion et ma façon de rebondir, ça va être mes interprétations. Vous êtes d'accord? Et alors, si je fais du coup un lien avec la communication, ben vous voyez ça, en PNL, c'est ce qu'on appelle le modèle du monde. Et ici, dans cette salle, nous avons chacun notre modèle du monde. Et partout sur cette planète d'ailleurs. Puisque aucun d'entre nous n'a vécu les mêmes expériences, les mêmes croyances et les mêmes valeurs. Vous êtes d'accord? Donc, un mot ne va pas vouloir dire la même chose pour une personne. Une situation, on va pas forcément l'interpréter pareil. Donc c'est une vision du monde. Et vous êtes d'accord que ma vision du monde va directement modifier tout le système. On est dans un système. Et si vous jouez sur une des choses des systèmes, vous modifiez tout le système.
Donc, un petit tuyau que je donne toujours aux personnes en PNL et même dans mes conférences, que je partagerai volontiers avec vous, pour ceux qui l'ont déjà testé, vous verrez à quel point ça marche, c'est que comme nous sommes tous dans des mondes internes différents, plutôt qu'aller ruminer et vous prendre la tête pour des choses qui n'ont pas d'importance, le premier conseil que je vous donne, c'est que dès que vous sentez que ça commence à monter, vous dites « Stop ! Je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien ». Voilà, c'est bien, on me répète en même temps que moi, donc il y a des gens qui sont habitués. Quel effet ça fait quand on fait ça? Toi qui le fais? On prend beaucoup plus de distance par rapport à l'événement. Voilà. Plutôt que d'être dans l'émotion. Voilà. On prend du recul. D'accord. Honnêtement, est-ce que y a pas, ça vous est pas arrivé régulièrement d'être dans des états internes négatifs et après de vous dire mais ça valait pas le coup? Pas vrai? Eh bien, ça, c'est un petit réflexe. Rien que ça, déjà, c'est vous prendre une habitude de prendre du recul. Je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien. J'ai pas dit que non plus je ne fais rien, faut pas pousser. Je me concentre sur les faits et je questionne. Les faits, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui vraiment d'un point de vue factuel. D'accord? C'est quoi? C'est quand? C'est où? Si ma fille arrive en retard, elle est en retard. C'est pas peut-être elle se fout de moi, peut-être elle m'a pas prévenu, peut-être elle a eu un accident. Non, le factuel, c'est on avait rendez-vous à 20h, il est 21h, elle est pas là, point. Si je téléphone et que j'ai pas de réponse, on avait rendez-vous à 20h, il est 21h, elle est pas là, j'ai téléphoné, il ne répond pas, point. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, quand on commence à apprendre à faire ça, vous allez voir que ça facilite vraiment la vie. Donc, voilà une première chose. Donc, par rapport à ça, je voulais vous donner quelques outils que l'on fait en PNL, puisque on va aller, vous avez vu que pour gérer effectivement les situations, pour pouvoir gérer une situation difficile, votre émotion va être importante. L'état interne va être important. Vous savez très bien qu'on a les états internes de ses pensées et qu'on a les pensées de ses états internes. Quand vous n'êtes pas bien, vous avez plutôt des pensées négatives, non? Ok. Moi, je vais vous demander, d'après vous, qu'est-ce qui influence directement mon état interne? Pardon? Les pensées, absolument. Nos pensées influencent directement nos états internes. Et effectivement, ici, ce sur quoi je focalise mon attention va directement influencer mon état interne. Vous êtes d'accord? Eh bien, l'être humain, on a quand même une fâcheuse habitude de se concentrer, pour certains d'entre nous, sur des choses qui ne vont pas. Pourquoi? Parce que on a une partie de notre cerveau qui est complètement archaïque. Et nous avons, pour survivre, nous avons dû veiller à tout ce qui était dangereux, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui pouvait nous mettre en danger. Donc on a une certaine vigilance quand même à repérer tout ce qui peut être dangereux. Et donc l'habitude de se focaliser, de focaliser ses pensées sur des choses positives, ça va bien sûr nous aider. Et puis il y a une deuxième chose qui va nous aider, c'est nous poser des questions qui vont nous amener à des pensées positives. Si par exemple... vous tombez dans un trou, est-ce que c'est mieux de vous demander pourquoi je suis tombé dans le trou, puis de bien réfléchir à pourquoi je suis tombé dans le trou un certain temps, hein, ou alors de vous demander comment je vais faire pour en sortir, ou si vous voulez en sortir. Hein. Il y a des questions qui sont utiles et des questions qui ne sont pas utiles, de la même manière. Si il vous arrive, si demain vous êtes au chômage, est-ce que c'est plus utile de vous dire pourquoi ça m'arrive à moi, que qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça et comment je vais faire pour rebondir? Qu'en pensez-vous? Eh bien, on va voir qu'il y a des questions qui vont nous tirer vers le haut et des questions qui vont nous tirer vers les bas. La qualité de vie que vous menez aujourd'hui est directement liée à la qualité des questions que vous vous posez. Quand vous vous posez une question, je vous propose de vous dire, est-ce que c'est une question utile ou pas? Est-ce que ça me tire vers le haut ou est-ce que ça me tire vers le bas? Est-ce que ça va m'aider à rebondir? Vous allez voir qu'il y a des questions que vous allez assez facilement enlever de votre vocabulaire. N'est-ce pas? Donc, la pensée, donc la première chose que vous pouvez faire, sur laquelle vous pouvez avoir la main, c'est de focaliser votre attention sur des petites choses sympathiques. Vous êtes d'accord ou pas? Et les petites choses sympathiques, il n'y a pas besoin que ce soit des choses extraordinaires. Hein. Le regard de votre enfant, le petit déjeuner en famille, le rayon de soleil, là j'ai vu tout à l'heure des gens qui étaient allongés dans l'herbe. Rien que d'être dans l'instant présent et de se focaliser sur de nombreuses petites choses, vous jouez sur votre état interne.
Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, hein, la façon dont j'interprète les choses. Mes croyances, mes valeurs et ma perception, mes généralisations, mes distorsions, mes omissions vont directement jouer sur mon état interne. Donc le je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien est directement lié à ça, vous êtes d'accord? Et puis mon environnement joue aussi sur mon état interne. Eh bien mon environnement, il y a le soleil, on n'est quand même pas, vous trouvez pas qu'on est de meilleure humeur quand il fait beau? Par contre, c'est pas facile de commander le soleil. Ah, plus compliqué. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire sur l'environnement. On sait par exemple qu'une odeur modifie le taux des anticorps. Les études qui ont été faites avec des étudiants, on les a plongés dans une odeur de pourri et une odeur de chocolat. On s'aperçoit que dans l'odeur de chocolat, le taux d'IgA, donc d'anticorps, augmente, alors que dans l'odeur de pourri, le taux d'anticorps diminue. Vous voyez, c'est énorme. Nous sommes sensibles et nous collectons des informations au niveau conscient et inconscient. Donc, dans notre environnement, certes, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Parfois, il peut y avoir des choses toutes simples, une photo d'une personne qu'on apprécie, une fleur, quelque chose qui rappelle, aménager votre lieu de travail ou votre lieu, ça peut être intéressant. Et puis, eh bien, la dernière chose, une autre chose, tiens, c'est intéressant, corporel comme ça, j'avais jamais vu écrit comme ça. C'est pas mal. Donc, excusez pour l'erreur d'orthographe. Le corps va directement modifier votre état interne. Et pour le tester, je vais vous demander de vous lever, si vous voulez bien. Juste 2 minutes. Et je vais vous demander, là vous vous tenez droit, alors c'est difficile parce que du coup je suis pas plus haute que vous, mais je vais vous demander de ou vous tenir très droit ou baisser complètement les épaules comme si vous vous pliez un petit peu quand je vous le demande, d'accord? Ici on a un point au niveau du sternum et il faut qu'il se baisse, ça va? Dans un premier temps, je vais vous demander de baisser ce point, plier les épaules, baisser ce point, voilà, très bien. Puis je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer quand vous êtes comme ça, que vous êtes en bas d'un escalier et que vous avez des sacs très très lourds, 2 gros sacs très très lourds et 150 marches à monter. Et vous regardez l'escalier et vous baissez bien les épaules. Et vous observez dans quel état interne vous êtes. Et donc, observez. Et maintenant, une grande inspiration, vous vous remettez bien droit, tonique et bien droit. Et vous êtes au pied du même escalier, 2 gros sacs énormes à porter. Et vous observez comment vous vous sentez. Voilà. Vous redescendez, pchoup, faites tomber les épaules. Vous arrivez lundi matin au travail. Et là, non, si. Et là, vous constatez qu'il y a énormément de travail, puis il y a plein de trucs sur le bureau, plein de trucs à faire, et vous observez dans quel état d'esprit vous êtes, comment vous vous sentez, dans quel état d'énergie vous êtes. Voilà. C'est lundi. Voilà. Une grande aspiration. Vous redressez bien droit, bien tonique. Vous arrivez le lundi matin au travail. C'est exactement la même situation. Toujours lundi matin, mais exactement pareil. Toujours autant de travail. OK? Voilà. Maintenant, vous baissez. Et vous allez penser à quelqu'un avec qui vous entendez pas très bien. Voilà. Une personne que vraiment, c'est pas top. Vous passeriez pas les vacances avec, quoi. Vous voyez? Voilà. Puis vous voyez cette personne, puis vous la voyez arriver, puis vous devez avoir une conversation avec. Voilà. Et vous observez comment vous êtes, dans quel état d'esprit. Hop, vous vous redressez. Et vous voyez cette même personne avec qui vous entendez pas très bien. Voilà. Et vous observez comment vous vous sentez. Et je vous remercie, on va arrêter le cours de gym maintenant, vous pouvez vous asseoir. Alors, qu'avez-vous observé? Est-ce qu'il y a une différence? C'est incroyable. Il y a une différence énorme. Vous avez vu que le ressenti n'est pas le même. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que la posture du corps a directement un effet sur votre état interne. D'accord? C'est pour ça que le yoga, notamment, quand vous travaillez en yoga, quand vous travaillez en pilates, quand vous travaillez à tout niveau, vous ne travaillez pas qu'au niveau du corps. Vous travaillez le corps, vous travaillez l'esprit, mais vous travaillez aussi un certain alignement. Un chercheur nommé Antonio Damasio a parlé des marqueurs somatiques. Il a prouvé qu'il y avait une relation, quelque part, une mémoire cellulaire entre la posture du corps et l'état émotionnel.
Donc, rien que là, vous voyez, vous avez déjà 4 choses que vous pouvez faire pour retrouver un état interne positif. 1. Limiter les interprétations. Je ne crois rien, je ne sais rien, je ne pense rien. 2. Avoir une posture correcte. Plutôt vous redresser. Et vous le voyez très bien, hein, quand on n'est pas bien, quand on est un petit peu, on se tient un peu plus comme ça. Donc là, vous pouvez avoir le contrôle. 3. Aménager l'environnement quand c'est possible. Et au passage, l'émotion est contagieuse. C'est-à-dire que si vous allez voir des gens qui sont pas bien quand vous n'êtes pas bien, vous serez à 2 à être pas bien. Et encore moins bien. Parce que l'émotion, ça se communique. Et à la limite, même si on a tendance à s'assembler quand on n'est pas bien, on ferait mieux d'aller voir des gens qui sont un peu plus en forme. Et puis, ce sur quoi vous focalisez votre attention va aussi jouer. Donc vous avez déjà 4 choses pour, vous voyez, très simple en 5 minutes, pour un peu mieux gérer vos états internes. La qualité du questionnement, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, deuxième point sur lequel vous pouvez agir, c'est vous poser des questions qui tirent vers le haut. Quel type de questions vous pouvez vous poser qui tirent vers le haut? La recherche de solutions. Des questions orientées vers la recherche de solutions. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? S'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, ça pourrait être quoi? Comment est-ce que je peux rebondir? Quel apprentissage je peux en faire? Bref, on a des tas de questions. Et vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Étudiez les questions que vous vous posez et dites-vous, est-ce que cette question est utile? Est-ce qu'elle me tire vers le haut ou est-ce qu'elle me tire vers le bas? Et effectivement, en praticien PNL, on apprend à poser des questions qui vont faire rebondir. Ça va? Déjà, vous voyez, c'est du pratico-pratique, ça c'est que des choses que vous pouvez appliquer, pas vrai? Parfait. Ensuite, vous avez un autre indicateur qui va vous être utile, c'est votre GPS émotionnel. Vous avez des émotions, nous avons des émotions qui sont parfois agréables ou désagréables. Vous êtes d'accord avec ça? Parfois agréables ou désagréables. Pourquoi je dis agréables et désagréables? Parce que pour moi, les émotions, elles ne sont ni positives ni négatives. Elles sont toutes positives. Parce que quand j'ai une émotion, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement que mon cerveau m'envoie une information, c'est globalement, il dit bouge-toi les fesses, il y a quelque chose à faire. Une émotion, c'est ex movere, ça veut dire aller vers l'extérieur, bouger vers l'extérieur. Une émotion, elle est là pour vous faire bouger. Et en fait, si vous travaillez un petit peu sur les émotions, vous allez de mieux en mieux comprendre qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que vous allez faire. Alors, je vous donne un petit tableau qui est issu de l'analyse transactionnelle. Tableau sur les émotions. En général, quand je me sens triste, quand je suis triste, souvent, c'est que derrière, il y a un problème de perte. Ça vous parle? Quand j'ai un deuil, c'est souvent un problème de perte. Perte de lien. Et la perte de lien est dans toutes les émotions d'ailleurs. C'est réel ou perceptuel? C'est réel ou c'est votre interprétation d'une situation? Vous êtes d'accord? Donc, si je suis triste et que j'ai besoin de perte de lien, il y a un besoin derrière. Et le besoin, c'est quoi? C'est de recréer du lien ou d'être réconforté. Vous êtes d'accord? Quand j'ai peur, c'est souvent un problème de sécurité. Ça vous parle? Quand je dis peur, il y a la peur, la terreur, mais il y a autre chose. Il y a l'angoisse. Il y a l'anxiété. Tout ça, ce sont des formes de peur. Quand c'est ça, vous avez besoin de quoi? Du coup, vous avez besoin d'être rassuré, de vous remettre en sécurité. Donc, quand vous avez peur ou quand vous êtes angoissé, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est une interprétation ou est-ce que c'est réel? Sur quoi je peux m'appuyer pour me rassurer? Qu'est-ce qui va m'aider à me rassurer? Je vois par exemple en entreprise, quand vous avez des changements en entreprise, le changement ça fait peur. L'être humain a peur du changement, c'est normal, c'est l'inconnu. Donc en entreprise, quand les gens changent, la première question, quand il y a une fusion, une restructuration, la première question à se poser, c'est sur quoi je peux m'appuyer? Qu'est-ce qui ne changera pas? Qu'est-ce qui va rester pareil? Sur quoi je peux m'accrocher? Qu'est-ce qui va me rassurer? D'accord? Parce que le besoin, c'est d'être rassuré. Et ce que vous dit votre cerveau, et ce que vous dit votre émotion, c'est va te rassurer, va trouver un moyen de te rassurer. D'accord?
Une émotion, elle est là pour vous faire passer à l'action, hein, pas pour autre chose. Et quand je suis en colère, alors pensez à toutes les fois où vous êtes en colère. Souvent, c'est un problème de règles. Les règles n'ont pas été respectées. Mes règles ou les règles de la société. Pensez à une fois où vous avez été en colère, dites-moi si c'est juste. Parce que vous avez des valeurs, bien sûr, des choses qui sont importantes pour vous, et derrière chaque valeur, vous avez un système de règles. D'accord ? Je prends un exemple, je fais une formation, et moi, les règles, la valeur respect, je colle à la valeur respect, on arrive à l'heure en formation. Une stagiaire arrive en retard, je vais pas me sentir respectée, je vais me mettre en colère. D'accord ? Mais si quelqu'un d'autre, c'est pas mon cas, hein, mais si quelqu'un d'autre ne met pas ça derrière ses valeurs, me dit, après tout, 5 minutes de retard, c'est pas grave, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes règles, le stagiaire arrive en retard, ça va pas lui poser de problème, il va pas se sentir en colère. Vous êtes d'accord ? Donc en fait, c'est les règles, mais souvent les règles, c'est notre système de valeurs, ou les règles d'un contrat. Ok. Du coup, de quoi j'ai besoin ? Eh bien, j'ai besoin de me sentir reconnue en général, ou je remets les règles en place et je fais en sorte qu'elles soient respectées, ou j'assouplis mes règles. Deux façons d'être malheureux dans la vie, ça c'est aussi une phrase que je pense que les stagiaires connaissent par cœur, avoir des objectifs pour quelqu'un d'autre et des règles trop strictes pour soi. Deux façons d'être malheureux dans la vie, avoir des objectifs pour quelqu'un d'autre et des règles trop strictes pour soi. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi est-ce que ça rend malheureux d'avoir des objectifs pour quelqu'un d'autre ? Pourquoi donc ? Pardon ? Il n'y a pas de prise. Exactement, j'ai pas de prise. Je veux que mon enfant réussisse à l'école. C'est une finalité, c'est un vœu pieux, mais c'est pas un objectif, parce que ça dépend pas que de moi, vous êtes d'accord ? Je peux avoir un but qui inclut quelqu'un, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas d'objectif pour quelqu'un d'autre. Je peux par exemple décider par contre de l'accompagner 1 heure par jour à ses devoirs s'il en a besoin le soir, ça dépend de moi. Parce que si vous avez un objectif sur quelqu'un d'autre qui ne se réalise pas, vous n'avez pas la main et c'est vous qui allez vous dévaloriser. Ça vous est pas déjà arrivé ça, de faire l'erreur ? Prenez pas les objectifs pour quelqu'un d'autre, voilà. Prenez pour vous, c'est déjà pas mal. Donc voilà un petit peu, voilà. Et quand on a de la joie, pourquoi ? Simplement parce que vous voulez peut-être un peu de clim, non ? Je vous vois tous derrière avec le... Je vais mettre un peu de clim. Voilà. Ça va. Alors bientôt vous allez avoir froid, je vous le dis tout de suite. Voilà, ça va venir. Et donc quand j'ai de la joie, c'est simplement que je respecte mes valeurs et mes besoins. Donc j'ai un sentiment de joie. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une bonne nouvelle et que vous êtes content ? Pardon ? On la partage, on va boire un coup avec les copains. Moi je fais ça, pas vous ? Et dans ce cas, vous partagez, vous êtes bien d'accord ? Et c'est tout aussi important de partager que de faire tout le reste. Parce qu'on entretient un circuit neuronal où vous allez être vous verrez tout à l'heure si vous êtes à la conférence sur le cerveau, vous allez fabriquer des neurones dans d'état général positif. On sait maintenant que notre cerveau a une plasticité énorme et plus vous allez, je dirais, avoir l'habitude de ressentir des émotions positives, plus vous allez structurer votre cerveau. Et quelle que soit la vie que vous avez eue, quelles que soient les émotions que vous avez eues, que ce soit de la colère, que ce soit une dépression, que ce soit des choses très fortes, vous pouvez aujourd'hui restructurer complètement votre cerveau. C'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la dernière conférence. Donc c'est tout aussi important d'aller régulièrement ressentir des sentiments de joie et de le partager. Du coup, ça veut dire quoi ça ? Eh bien, ça veut dire que quand vous sentez quelque chose, la première question c'est est-ce que c'est réel ou perceptuel ? En tout cas, vous le ressentez. Donc prenez un peu de recul. Et puis après, c'est de dire qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème ? Et puis la troisième chose, c'est de se bouger pour aller résoudre. Qu'en pensez-vous ? Intéressant comme concept. Et du coup, c'est aussi intéressant quand vous avez quelqu'un en face de vous, de vous dire si la personne, vous la voyez en colère. Parce que la personne, elle n'était pas là en conférence, puis elle n'a pas fait la formation, donc vous pouvez lui dire, mais est-ce qu'il y a une règle qui n'a pas été respectée ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te met en colère ? Qu'est-ce qui n'a pas été respecté qui fait que tu sois en colère ?
Si vous avez quelqu'un de triste, sur quoi est-ce que tu as besoin d'être rassuré? Et vous voyez, dans vos relations, que ce soit familiales, même professionnelles, c'est intéressant d'avoir ces données, puisque du coup, vous allez aider la personne à exprimer son besoin, et du coup, l'aider à répondre à son besoin. Ça vous parle? Parce que si vous avez un enfant qui a peur et que vous le réconfortez, j'ai le regret de vous dire que vous êtes à côté de la plaque. Non. Et c'est souvent qu'on fait ça en tant que parent. On pense que les câlins, c'est toujours utile, hein, je suis d'accord. Mais parfois, il a besoin de plus d'être rassuré que réconforté, s'il a peur. Non? Ça fait réfléchir, hein. Du coup, voilà. Et une fois que j'ai fait tout ça, après c'est la communication non violente, et je vais exprimer une demande. Donc tout ce système-là, en termes de communication, je ne vais pas vous parler de la communication non violente aujourd'hui, mais on apprend en communication non violente à repérer tout ça et à s'exprimer. Donc, vous avez déjà un certain nombre de choses sur lesquelles vous pouvez jouer sur vos émotions. Vous voyez, dans notre triangle, on a émotion, communication, objectif. Communication, on verrait ça tout à l'heure avec Katia, puisqu'elle va vous parler de la gestion des conflits. Et là, vous avez un certain nombre de choses sur les émotions. Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qui peut vous être utile aussi pour faire plus facilement face aux difficultés, c'est de savoir que la courbe du renouveau, c'est exactement le même processus de deuil que le deuil. Pourquoi c'est intéressant de savoir? Parce que, imaginez, vous perdez quelqu'un. Processus de deuil, c'est quoi? Au départ, vous avez le choc. Il y a un choc, une perte, il y a un choc. Ensuite, vous avez une période où vous avez du mal à réaliser. C'est la période du déni. Je ne sais pas si vous avez vécu des deuils, mais c'est assez parlant. C'est le déni. Je me dis non, c'est pas possible, il n'est pas parti. Voire même, je me réveille le matin, je pense qu'il est encore là. Et puis une fois que ça s'est passé, vous avez une troisième étape qui est la colère. Vous allez dire non, c'est pas juste, c'est pas normal, etc. Et puis une fois que vous avez fait ça, il y a une période où il y a un petit peu de peur, prise de conscience de la perte, et là on est entre ça, et puis on va être triste. Eh bien, sachez que quand vous êtes dans ces étapes-là, c'est normal. C'est un processus normal. C'est-à-dire qu'il y a des situations de vie, c'est tout à fait normal que vous soyez là, c'est tout à fait normal que vous soyez là, c'est normal que vous soyez en colère, c'est normal. Et il faut passer par là pour pouvoir remonter. Après tout ça, vous pouvez accepter, essayer de faire sans. Après tout ça, vous pouvez éventuellement pardonner et prendre du renouveau et être beaucoup plus serein. C'est important de savoir ça, que ce soit dans les événements qu'on vit en entreprise ou dans les événements de vie personnelle, puisque, et pour vous et pour les gens qui vous entourent, sachez que c'est normal et que ça va pas durer. Parce que l'être humain, on a quand même des sacrées capacités pour rebondir. Hein. Ça va, ça? C'est ok? C'est intéressant d'en prendre conscience. Voilà ce que je voulais vous dire sur le changement. Et puis quelques conseils utiles. Je m'aperçois que c'est parfait au niveau du timing. 8 points à développer pour développer la capacité à faire face aux problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez développer? Vous avez déjà vu un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Eh bien, l'acceptation. Accepter un certain nombre de choses. Là, vous avez vu dans la technique du deuil, il y a un moment, vous arrivez à l'acceptation. Accepter que les choses sont ce qu'elles sont. Il y a des choses sur lesquelles vous avez la main et il y a des choses sur lesquelles ça ne dépend pas de vous. Essayez pas de changer les gens qui vous entourent, c'est pas possible. Vous pouvez peut-être influencer par votre attitude, par votre façon d'être, mais il y a des choses qui vous appartiennent, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez passer votre vie à essayer de changer certaines choses, ça ne vous concerne pas. Donc vous allez plutôt vous épuiser qu'autre chose. Donc il y a des choses qu'il va falloir accepter. Je suis au chômage, voilà. Et il faut accepter pour pouvoir rebondir. Parce que tant que je me dis c'est pas possible, c'est pas moi, pendant ce temps-là, je ne bouge pas. Je ne réagis pas. Écoutez le message de l'émotion sans se laisser entraver. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Écoutez ce que vous ressentez et derrière ce que vous ressentez, ça vous donne une indication sur ce que vous devez faire. Troisième chose, entretenir la confiance en soi. La confiance en soi, ça s'entretient en observant ce que vous savez faire,
en prenant le temps de regarder vos réussites. Enfin, il y a un tas de choses qui va favoriser la confiance en soi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux, mais ils ne prennent pas 30 secondes pour regarder ce qu'ils savent bien faire. Ils courent sur le truc suivant, mais ils prennent pas ce temps d'observer les talents, se valoriser. Quatrième chose, eh bien, les vitamines mentales de l'énergie pour faire face. Eh bien, si vous étiez là, ce matin, Georges Malagola, le médecin qui s'occupe de la cohérence cardiaque, nous a parlé de toutes ces hormones, dopamine, sérotonine, adrénaline. Eh bien, plus vous vous faites plaisir, plus vous avez de la bonne humeur, plus vous activez les circuits de reconnaissance et les circuits d'attachement, notamment l'ocytocine, plus vous allez être dans un état interne positif qui va favoriser effectivement l'adaptation aux difficultés. Et là, vous avez des choses à faire. Cinquièmement, avoir un entourage fiable et nourrissant, et surtout des compétences relationnelles. C'est pas toujours évident d'avoir un entourage fiable et reconnaissant. Parfois on l'a, parfois on l'a pas. Mais avoir des compétences relationnelles, ça s'apprend. Puisqu'on ne nous l'apprend pas à l'école, on peut l'apprendre ailleurs. 6. Savoir entretenir un état d'esprit positif. Arrêter de ruminer le passé. D'accord, vous pouvez passer votre vie à ruminer le passé. C'est pas en regardant derrière que vous allez avancer devant. Hein. Ça, c'est compliqué. Ou alors, c'est pas simple quand même. Et il y a des gens qui passent leur vie à ruminer leur passé. Il faut savoir ce que vous voulez, tout simplement. Alors ça s'apprend, il n'y a pas de culpabilité dans je dis il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Parfois on a modélisé ce qu'on a vu de nos parents ou ailleurs et on ne sait pas faire autrement. Eh bien il y a des gens qui sont là pour vous apprendre, si vous en avez besoin, à faire autrement. Ça s'appelle des coachs, ça s'appelle des thérapeutes, ça s'appelle autre chose. Mais on peut vous apprendre à faire autrement. Les questions qui vous tirent vers le haut, on en a parlé. Reconnaître sa responsabilité dans les événements heureux. Parce qu'il y a des gens qui sont très doués pour culpabiliser sur tout ce qui va pas, mais ils sont incapables de dire, là, ce que j'ai fait, c'est bien. Et là, si ça va bien, c'est aussi grâce à moi. C'est pas, je veux dire, il faut être humble, il faut être aussi réaliste et responsable. On est aussi responsable de belles choses, non? Eh ben, il faut s'autoriser à le dire, ça. C'est intéressant. Et puis aussi, le fait d'être OK et responsable sur ce qu'on a fait qui n'était pas bien, eh ben, c'est génial. Vous savez pourquoi? Parce que si vous êtes responsable, vous pouvez changer. Si vous avez Je prends souvent cet exemple quand j'ai divorcé il y a bien longtemps. C'était pas facile, c'est moi qui suis partie, mais c'était pas facile quand même. Hein. Mon mari, il a mis 15 ans à s'en remettre, moi un peu plus rapidement, même si c'était pas facile. Mais la différence entre lui et moi, c'était quoi? C'est que moi, ma vision des choses, c'était on est 50-50, alors peut-être moi 60 et lui 40, peu importe. Mais si j'ai une part de responsabilité, ça veut dire que j'ai la main pour le changement. Si j'ai zéro responsabilité, ça veut dire que je suis qu'une pauvre victime, vous êtes d'accord? Et que je ne peux rien faire. Eh ben, ça change tout. La première chose qu'on fait en thérapie ou en accompagnement, c'est de redonner du pouvoir aux clients ou aux patients. Et redonner du pouvoir, parfois, c'est prendre sa part de responsabilité, sans culpabiliser. Hein. On a droit à l'erreur. On a droit à l'erreur, on peut changer un comportement. Donc avoir sa part de responsabilité, c'est une clé du changement. Savoir ce qui m'appartient ou pas. Et puis fermer les écoutilles aux beaux conseils. Pourquoi je dis ça d'après vous? Est-ce que vous avez déjà eu des gens qui vous donnaient des bons conseils comme ça? Je vais faire une métaphore, c'est la métaphore de la grenouille, que Katia m'a apprise d'ailleurs. La métaphore de la grenouille. Vous avez une grenouille, une équipe de grenouilles qui ont décidé de monter la tour Eiffel. Donc, je pourrais la faire raconter à Katia, elle raconte beaucoup mieux que moi. Mais bon, je vais faire la grenouille pour vous, pour aujourd'hui, exceptionnellement. Donc, vous avez une équipe de grenouilles qui ont décidé le challenge de leur vie, c'est monter la tour Eiffel. Pas mal quand même pour des grenouilles. Alors elles commencent, elles sautent et tout. Et c'est vrai que c'est fatigant, puis les marches sont quand même assez hautes. Et donc, il y en a qui fatiguent. Alors elles montent quand même, hein, mais il y en a qui fatiguent. Puis au bout d'un moment, il y en a même qui meurent, hein, voilà, elles en peuvent plus, quoi. Et les autres, elles commencent à prendre peur, elles disent, oh là 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 là, qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va nous arriver? Alors elles montent un peu, puis il y en a qui disent, on n'est pas folle quand même, fais attention. Et il y a une copine qui commence à crier, faites attention les grenouilles, faites attention, vous allez mourir, vous allez vous faire mal, faites attention. Alors il y en a qui continuent, puis il y en a qui arrêtent. Et puis il y en a qui continuent, puis il y en a qui arrêtent. Faites attention, puis ceux qui continuent, on leur dit bien, non mais fais attention, c'est pas bien pour toi. Fais attention, tu vas te faire mal. Et il y en a deux qui continuent. Il y en a une qui tombe, puis il y en a une qui continue, puis tout le monde crie, mais arrête, t'es folle, arrête, t'es folle. Et elle arrive en haut, la tour Eiffel,
Et là, le journaliste est quand même super épaté. Comment cette grenouille a fait pour arriver en haut? C'est quand même extraordinaire. Et le journaliste vient la voir et lui dit, mais Madame la grenouille, comment vous avez fait? C'est quoi votre secret? Et puis la grenouille, elle lui fait, eh ben vous la retiendrez celle-là. Ben moi, je peux vous garantir que quand j'ai commencé cette entreprise, c'est ce centre de formation, si j'avais écouté tous les gens bienveillants, ben je serais pas là aujourd'hui. Parce que la PNL, entre ceux qui disent que c'est une secte, ceux qui disent que ça marchera jamais, ceux qui disent t'as pas de réseau, t'arriveras pas, aujourd'hui le centre est plein, ça tourne bien, on refait des sessions cet été, on en double parce qu'il y a trop de monde. Si j'avais écouté tous ces gens-là, ben j'en serais pas là aujourd'hui, d'accord? Donc parfois, c'est important d'écouter les conseils, puis parfois c'est important aussi de ne pas les écouter. Et puis la dernière chose, eh bien, s'autoriser à des solutions personnelles. Et il y a des méthodes qui existent. Il y a des méthodes pour vous aider à réfléchir, des méthodes de résolution de problèmes. Et puis, bien, quand on est dépassé, il y a des professionnels qui peuvent être là aussi pour vous aider. C'est un métier aussi, et l'avantage quand on est professionnel, c'est qu'on a et des méthodes et le recul. Parce que quand on a la tête dans le guidon, ben, je peux vous garantir que c'est pas si facile de trouver les solutions. Ça vous parle? Ça vous arrive pas, vous discutez avec une copine, elle a la tête dans le guidon, elle voit rien, vous arrivez, clac, vous trouvez la solution en 2 minutes? J'avais un petit exercice à vous faire faire, mais on n'a pas eu le temps aujourd'hui. Mais c'est vraiment ça. Parfois, la personne qui arrive de l'extérieur, d'abord parce qu'elle a des méthodes, et aussi parce que simplement elle est d'extérieur, qu'elle n'est pas dans l'émotion, qu'elle n'a pas la tête dans le guidon, elle va vous aider à trouver vos solutions. Elle va vous poser une question et ça va faire ch'ting, incroyable. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis surtout, le conseil du jour. Ne vous laissez pas guider par vos peurs. Vous savez ce qui se passe quand on se laisse guider par ses peurs? On fait une sclérose en place. C'est-à-dire que vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas. Il y a des gens qui viennent me voir parce que je ne sais pas quoi choisir, j'ai peur de faire erreur. Oui, mais si je change de métier, qu'est-ce qui va se passer? Et ils tournent en rond comme ça pendant 20 ans. Moi, j'ai des gens autour de moi qui tournent en rond depuis 20 ans. Ça doit faire mal à la tête. Hein. Un choix, c'est toujours mieux qu'un non-choix. D'accord? Et puis, parfois, effectivement, si on se laisse uniquement guider par ses peurs, ben, il vaut mieux se rassurer et avancer. Sinon, eh bien, voilà ce qu'on fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous présente un petit modèle qui est un peu mémotechnique. Première chose, c'est d'accueillir. Deuxième chose, c'est accueillir la situation. Deuxième chose, c'est reconnaître ce qui se passe. La troisième chose, c'est de séparer le problème du futur et de la solution. Et puis la quatrième, c'est de transcender, de dépasser. Ça vous fait un modèle ART qui va vous aider à vous retenir. Et je suis très très fière de moi parce que je suis pile dans le timing. Donc, eh bien, je suis ouverte à vos questions si vous en avez.